Bonjour, mon nom est Stéphane Gay et je suis directeur du Centre d'études sur le trauma et de l'équipe Visage. Le Centre d'études sur le trauma est situé au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. J'ai mis sur pied l'équipe Visage en 2011 pour développer des partenariats avec des milieux professionnels ciblés afin d'améliorer les aspects cliniques et organisationnels de la prise en charge des travailleuses et travailleurs exposés à des actes de violence graves ou à risque élevé de l'être. Bonjour, mon nom est Steve Geoffrion. Cela fait 6 années que je suis impliqué dans l'équipe Visage, au début en tant qu'étudiant boursier et depuis 3 ans en tant que chercheur. Aujourd'hui, nous voulons parler des travaux de recherche menés par l'équipe Visage sur la violence au travail en fonction du sexe et du genre. Selon l'Organisation internationale du travail, la violence au travail se définit comme toute action, tout incident ou tout comportement qui s'écarte d'une attitude raisonnable par lesquelles une personne est attaquée, menacée, lésée ou blessée dans le cadre ou du fait direct de son travail. Dans les faits, la violence au travail peut se manifester principalement par des coups avec ou sans blessure, des menaces de mort ou de blessure, des insultes, de l'humiliation, du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles ou de la destruction de matériel. On peut en être victime directement ou témoin. Ainsi, l'exposition à la violence au travail, qu'elle soit directe ou indirecte, peut avoir des conséquences importantes au plan psychologique. Et pourquoi s'intéresser à la violence au travail? Eh bien, au Canada, près de 17 % de l'ensemble des personnes qui ont vécu un acte de violence physique rapportent que ce dernier a eu lieu dans leur milieu de travail. Ceci représente près de 350 000 actes par année. La violence que vivent les travailleurs peut constituer des événements traumatiques. Au Québec, le plus récent rapport de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail indique que, pour la période de 2012 à 2015, les coûts engendrés par les lésions physiques et psychologiques dues à la violence au travail ont été de près de 66 millions et ont concerné 7 723 demandes d'indemnisation. La majorité des demandes, soit 69 %, concernent les femmes. Ces chiffres peuvent paraître élevés. Pourtant, il faut garder en tête qu'ils sont loin de la réalité, car la majorité des actes de violence ne sont pas rapportés pour de multiples raisons. Alors, qui est le plus à risque de violence au travail? Y a-t-il des différences selon les secteurs d'activité? En effet, il y a des facteurs de risque liés au secteur d'activité, mais aussi à la nature de certains emplois. On sait, au niveau international, qu'il y a 5 milieux à risque, notamment le secteur de la santé, de l'enseignement, du transport, de la sécurité publique et de la vente au détail. En ce qui concerne la nature des activités, par exemple, on sait que les travailleurs qui sont les plus à risque sont ceux qui travaillent avec le public, qui manipulent de l'argent, des objets précieux ou des médicaments d'ordonnance, ceux qui accomplissent des tâches d'inspection, ceux qui offrent des services, des soins ou des conseils, ceux qui s'occupent de personnes instables ou vulnérables, ceux qui ont un lieu de travail mobile, travaillent durant des périodes de changement organisationnel intense, ceux qui travaillent de nuit et finalement, ceux qui travaillent des moments stressants de la semaine, du mois ou de l'année. Alors, pourquoi prendre en compte la notion de sexe et de genre et s'intéresser aux différences entre les hommes et les femmes en lien avec la violence au travail? D'abord, mentionnons ce que signifient les notions de sexe et de genre. Selon les instituts de recherche en santé du Canada, le sexe renvoie aux attributs biologiques d'un individu. Par exemple, les caractéristiques physiques et physiologiques. Le genre, quant à lui, correspond au rôle, aux attitudes et aux comportements stéréotypés des individus. Lorsque l'on s'intéresse à la violence au travail en fonction du genre, on étudie comment les croyances associées à notre genre et à celui de notre milieu nous influenceront dans nos stratégies pour déclarer ce qui nous est arrivé et demander où chercher de l'aide. L'intégration des notions de sexe et de genre en recherche est essentielle puisqu'elle nous permet d'arriver à des découvertes significatives et nous permet ensuite de mettre ces connaissances en pratique par le développement de stratégies de prise en charge mieux adaptées. Nous savons que les perceptions, les attitudes et les conséquences psychologiques d'un acte de violence varient en fonction du sexe et du genre. Les écrits scientifiques nous révèlent que les femmes sont 2 fois plus à risque de développer un trouble de stress post-traumatique que les hommes, et ce même après avoir été exposées aux mêmes événements. Toutefois, le domaine de la recherche sur la violence en milieu de travail selon le sexe et le genre était jusqu'à récemment peu développé. Alors, qui est plus à risque de vivre de la violence au travail entre les hommes et les femmes?
S'attend-on à ce que les impacts et les conséquences découlant d'un incident de violence soient les mêmes pour les hommes et les femmes? Maintenant que l'on comprend pourquoi il est important d'étudier la violence au travail en fonction du sexe et du genre, on peut se questionner sur les différences observées entre les hommes et les femmes en termes du nombre de personnes touchées par la violence au travail. La plus récente enquête québécoise sur des conditions de travail, d'emploi et de santé et sécurité du travail de 2011, menée auprès d'un échantillon représentatif de 5 071 travailleurs québécois de tous les secteurs, a montré que 15 % des personnes sondées rapportent avoir été victimes de harcèlement psychologique, 3 % rapportent avoir vécu du harcèlement sexuel et 2 % rapportent avoir été victimes de violences physiques. Dans le cas de ces trois formes de violence, les femmes représentent la plus grande proportion de victimes. Dans le but d'avoir un aperçu global des recherches sur le sujet, notre équipe a mené une recension systématique sur le nombre de personnes touchées par la violence physique en milieu de travail. Précisons qu'une recension systématique est un travail de collecte, d'évaluation et de synthèse des connaissances pertinentes existantes sur une question préétablie. Ce travail permet de ressortir les grands constats d'un sujet précis et sert à guider les recherches futures. Donc, pour notre recension sur la violence physique, nous avons regardé les différences entre les sexes à travers différents secteurs d'activité. Nous avons cherché des études menées dans tous les secteurs publiés entre 1992 et 2014 dans de nombreux pays. Les types de violences recensées incluaient la violence physique, les menaces de blessures physiques et les tentatives d'agression. Des 45 études recensées, 2 constats ressortent. Les hommes sont plus à risque d'être victimes de violences physiques et la majorité des études avaient été conduites dans le secteur de la santé. Dans une deuxième recension systématique que nous avons menée en 2014, notre équipe a regardé les différences entre les hommes et les femmes concernant le nombre de personnes touchées par la violence verbale à travers différents secteurs d'activité. Comme pour la recension sur la violence physique, nous avons recherché des études menées dans plusieurs secteurs publiés entre 1992 et 2014, et ce, dans plusieurs pays. Les types de violences ciblées incluaient la violence verbale, les menaces verbales et l'intimidation. Des 29 études répondant aux critères d'inclusion de cette recension, les résultats sont mitigés, mais la tendance serait que les hommes sont plus souvent victimes de violences verbales. Tout comme pour la recension sur la violence physique, la majorité des études sur la violence verbale ont été menées dans le milieu de la santé. Maintenant que nous avons établi qui sont les personnes les plus à risque d'être victimes de violences au travail, on peut se demander quelles sont les conséquences de cette violence. Pour répondre à cette question, nous avons mené une troisième revue systématique pour connaître, cette fois-ci, les conséquences de la violence au travail en fonction du sexe et du genre. Ces conséquences sont de 7 types différents et incluent des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles, sociales, financières, ainsi que des conséquences liées au fonctionnement du travail et à la qualité des services offerts. Les résultats ont montré que 65 % des victimes de violences physiques subissent des blessures à la tête, au dos et aux bras. Au regard des conséquences psychologiques, 32 % des victimes développaient un trouble de stress post-traumatique. Les autres conséquences incluaient la dépression, l'anxiété, l'épuisement professionnel et la détresse psychologique. La colère, la tristesse et la peur sont les conséquences émotionnelles les plus rapportées. Sur le plan du fonctionnement au travail, 63 % des victimes rapportent une baisse de productivité, 60 % pensaient à quitter leur emploi et 21 % démissionnaient. Jusqu'à 73 % des professionnels de la santé deviennent effrayés par leurs patients à la suite d'un incident de violence au travail. La violence a également des impacts négatifs sur la vie sociale, familiale et les relations interpersonnelles de 45 % des victimes. Finalement, l'absentéisme et le présentéisme, soit le fait d'être absent au lieu de travail ou être présent au travail malgré un état de santé qui interfère considérablement avec la réalisation de tâches professionnelles, ont des conséquences financières importantes pour l'employeur. Revenons sur les conséquences psychologiques. Il est important de mentionner que parmi les blessures psychologiques les plus courantes liées à la violence au travail, on trouve l'état de stress aigu et le trouble de stress post-traumatique. L'état de stress aigu est un ensemble de symptômes qui peut se développer en réaction à l'exposition à un événement potentiellement traumatique dans le mois suivant l'exposition. Les symptômes de l'état de stress aigu se classent en 5 catégories. Premièrement, les symptômes d'intrusion, par exemple les souvenirs pénibles récurrents. Deuxièmement, les symptômes d'humeur négative, par exemple l'incapacité à éprouver du bonheur. Troisièmement, les symptômes dissociatifs, par exemple être dans un état second. Quatrièmement, les symptômes d'évitement, par exemple l'évitement des souvenirs liés à l'événement. Et finalement, les symptômes d'hyperactivation, par exemple les problèmes de sommeil.
Le diagnostic d'état de stress aigu peut être posé, selon les critères du DSM-5, de 3 jours à 1 mois après l'exposition. D'ailleurs, c'est ce qui a été le cas pour 60% des chauffeurs d'autobus qui présentaient un état de stress aigu lorsqu'ils ont participé à une de nos études. Cette étude examinait l'évolution de la détresse et du bien-être psychologique de 118 travailleurs victimes ou témoins de violences au travail provenant du milieu des transports publics. Lorsque les symptômes perdurent après 1 mois, le diagnostic de trouble de stress post-traumatique doit plutôt être considéré. Les symptômes du trouble de stress post-traumatique sont similaires à ceux de l'état de stress aigu et se classent en 4 catégories. Premièrement, les reviviscences, par exemple les souvenirs intrusifs. Deuxièmement, les symptômes liés à l'évitement, par exemple l'évitement des souvenirs ou pensées liées à l'événement. Troisièmement, les altérations cognitives et émotionnelles, par exemple l'incapacité à se rappeler d'un aspect important de l'événement. Et finalement, les symptômes liés à la suractivation neurovégétative, par exemple l'hypervigilance. Environ 80% des personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique développeront également un ou plusieurs problèmes connexes en parallèle, comme la dépression ou la dépendance à des substances. Si nous reprenons l'étude sur les chauffeurs d'autobus, nous avons remarqué qu'un mois après l'incident, 18% des chauffeurs présentaient un trouble de stress post-traumatique. Il est connu que les hommes et les femmes évaluent différemment un événement traumatique. Les femmes sont plus susceptibles de surestimer le niveau de dangerosité d'un événement et de le percevoir comme étant menaçant et effrayant. Les hommes, quant à eux, sont plus confiants de leurs habiletés à faire face à un événement traumatique. De plus, les femmes et les hommes gèrent leurs symptômes de manière différente. Les femmes ont tendance à internaliser les symptômes, par exemple en développant une dépression, tandis que les hommes ont tendance à externaliser leurs symptômes, par exemple en développant un abus de substance. Une autre de nos études qui rejoignait 2889 travailleurs dans les milieux des affaires municipales, de l'administration provinciale et de la santé et des services sociaux a démontré que 67% ont été victimes et ou témoins de violences au travail. Les conséquences de ces actes sont bien réelles et incluent des flashbacks, de l'irritabilité, de l'hypervigilance, de l'évitement, des troubles du sommeil, une baisse de productivité et des arrêts de travail. Bien que la fréquence d'exposition à la violence soit similaire pour les hommes et les femmes, la symptomatologie et les réactions post-traumatiques sont différentes en fonction du sexe. Les femmes rapportaient plus de flashbacks, d'évitement et d'hypervigilance que les hommes. Les résultats auprès de chauffeurs d'autobus ont également montré un trouble de stress aigu à 1 mois suivant l'événement, prédisaient sur 12 mois leur confiance en leur capacité à gérer les comportements agressifs des passagers, et ce, plus spécifiquement chez les femmes. Pour approfondir les connaissances sur les conséquences de la violence au travail, nous avons mené plusieurs autres études sur le terrain pour examiner l'expérience d'un acte de violence. Nous avons 3 études pour lesquelles il n'y avait pas de différence significative entre les hommes et les femmes. Une première étude évaluait la relation thérapeutique et la qualité des soins prodigués à la suite d'un acte de violence en milieu de la santé. Les résultats de cette étude effectuée par entrevue auprès des intervenants montrent l'émergence d'un état d'hypervigilance, à la fois dans la vie professionnelle et la vie personnelle de la victime. Il montre également que le niveau de caring envers le patient, c'est-à-dire de bienveillance et d'authenticité, était associé au développement d'un sentiment de peur. Les intervenants pour qui le niveau de caring était élevé développaient une peur spécifique de l'agresseur, tandis que les intervenants pour qui le niveau de caring était plus faible développaient une peur généralisée envers tous les patients. Donc, l'hypervigilance et la peur causée par les expériences de violence ont un impact sur la qualité des soins prodigués. Une deuxième étude, quant à elle, examinait le sens accordé au travail et la violence vécue par les intervenants en milieu de la santé. Les résultats montrent que la violence commise par les patients peut avoir un impact sur le sens qu'accordent les intervenants à leur travail. Les intervenants avaient une opinion différente de leur équipe de travail et de leurs patients à la suite de l'incident. Ils percevaient notamment un manque de soutien de la part de l'organisation. De plus, les résultats montrent une réduction de l'empathie envers les patients, ainsi qu'une baisse de la motivation et du désir de se surpasser. Une troisième étude examinait les conséquences de la violence au travail auprès de 589 éducateurs dans les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation au Québec. Les résultats ont d'abord montré que les éducateurs considèrent que la violence est minimisée, voire banalisée dans leur milieu de travail. Dans les centres de réadaptation, le fait d'avoir été la cible d'actes de violence est associé à un plus grand taux d'absentéisme et, en raison de l'omniprésence de violence au travail dans les centres de réadaptation, 40% des victimes de violences ont songé à quitter leur emploi. Des 589 éducateurs sondés, plus de la moitié rapportaient avoir vécu un événement de violence grave au cours des 12 mois précédant leur participation au projet de recherche. De plus,
95 % d'entre eux étaient victimes de violences verbales de façon hebdomadaire. Même si les hommes sont plus exposés à la violence au travail, nos études montrent que ce sont les femmes qui ont plus de réactions post-traumatiques, et ce, peu importe le secteur dans lequel elles travaillent. De plus, être victime d'un agresseur masculin est associé à un plus grand nombre de réactions post-traumatiques chez les femmes. Par ailleurs, être victime d'un collègue, superviseur ou employé est associé à un plus grand nombre de réactions post-traumatiques qu'être victime d'un usager. En résumé, nos revues systématiques ont montré que les hommes sont plus à risque d'être victimes de violences physiques et verbales. Ensuite, nos études sur le terrain ont montré que les conséquences sont de nature psychologique, émotionnelle, physique, financière et elles affectent le fonctionnement au travail et la relation avec les usagers. On retrouve parmi les conséquences l'état stress aigu, le trouble de stress post-traumatique, la baisse de productivité, le désengagement envers les usagers et l'absentéisme. Tout le monde s'accordera pour dire que la violence n'a pas sa place sur le lieu de travail. Dans la même lignée, on devrait s'attendre à ce que la violence soit systématiquement rapportée. Mais est-ce le cas? Malheureusement, non. On estime que moins d'un acte sur deux de violence au travail fait l'objet d'une déclaration officielle à l'employeur. Pourquoi n'est-elle pas rapportée systématiquement? En fait, plusieurs facteurs entrent en jeu. Un des facteurs les plus importants concerne le fait que l'acte ne soit pas considéré comme assez grave par le travailleur parce qu'il y a absence de blessure. Un autre facteur important concerne le fait que la dénonciation est considérée comme une perte de temps car il n'y a pas d'espoir de changement positif. Certains considèrent aussi que ça prend trop de temps et que les démarches administratives sont trop longues et compliquées. Le manque de soutien du supérieur ou des collègues et la peur de représailles et de blâme constituent également des motifs fréquents pour les travailleurs de ne pas déclarer. En fait, il y a une croyance répandue dans certains secteurs concernant le fait que de vivre la violence, bien, ça fait partie de l'emploi. Il y a aussi des différences selon le type de violence. Nous avons trouvé, dans l'une de nos études, que les victimes de violences physiques ont plus de probabilité de dénoncer la violence que les victimes de violences verbales. Toutefois, certaines formes de violences verbales, comme des menaces de mort, peuvent avoir des conséquences psychologiques aussi importantes que la violence physique. Nos résultats ont aussi montré que les victimes de violences provenant des usagers et de patients ont 3 fois plus de probabilité de dénoncer la violence que les victimes de violences provenant de collègues. Maintenant, qu'en est-il des différences entre les hommes et les femmes? Les hommes pourraient être moins portés à déclarer officiellement les actes de violence dont ils sont victimes en raison de stéréotypes. Cela a donc pour conséquence d'avoir des taux de déclaration moins élevés chez les hommes, comme nous l'avons observé dans l'une de nos études. Cette étude menée auprès de 1141 travailleurs de la santé et représentants de la paix, par exemple policiers et agents de la faune, montre que les hommes ont tendance à banaliser la violence en milieu de travail. Ils étaient 38 % à affirmer que la violence est normale en comparaison à 26 % des femmes. De plus, ils étaient 54 % à affirmer qu'ils seraient jugés négativement s'ils s'en plaignaient auprès des collègues et supérieurs, en comparaison à 47 % des femmes. Or, plus on banalise la violence, moins on la dénonce. Pour les femmes, on s'est aperçu que la violence verbale est associée à moins de dénonciations que la violence physique, mais aussi qu'il est plus facile pour elles d'en parler si elles travaillent dans le secteur de la santé. Les résultats ont montré que les femmes qui travaillent comme représentantes de la paix perçoivent plus de tabous si elles s'en plaignent que les travailleuses de la santé. On a trouvé la même chose pour les hommes qui travaillent dans le domaine de la santé, qui est un milieu plus genré féminin. Que l'on soit un homme ou une femme, il n'est pas toujours facile de parler d'un acte de violence que l'on vient de vivre en tant que victime ou témoin. Il est encore moins facile de le déclarer à son employeur. Mais attention, un problème psychologique non traité peut avoir des conséquences sur de nombreuses sphères dans la vie d'un individu, que cela soit au plan professionnel, social ou familial. Si nous n'en parlons pas, les effets négatifs sur notre santé peuvent se faire ressentir pour longtemps. Alors, quoi faire? Selon la loi sur les normes du travail, tout employeur a l'obligation de fournir un lieu de travail exempt de violence à ses employés. La première démarche en cas de violence serait de contacter le supérieur immédiat et de convenir s'il est nécessaire de contacter les ressources humaines ou le programme d'aide aux employés.
D'autres interlocuteurs peuvent venir en aide à l'extérieur du milieu de travail, qu'il s'agisse du médecin, d'un psychologue ou d'un autre professionnel de la santé. Rapporter un acte de violence en milieu de travail est essentiel afin que l'employeur puisse prendre les mesures préventives nécessaires. Pour qu'un milieu de travail soit exempt de violence, l'employeur peut implanter différentes stratégies de prévention au niveau organisationnel. En fait, pour assurer le bien-être des employés, prévenir les actes de violence en milieu de travail et minimiser leurs effets, on peut distinguer 3 niveaux de prévention, soit primaire, secondaire et tertiaire. Ces 3 types de prévention correspondent à des objectifs et moments précis. Alors voyons ce qu'il en est pour chacune d'entre elles. D'abord, la prévention primaire tente de prévenir l'occurrence de la violence en milieu de travail, d'éduquer et informer les travailleurs à ce sujet. Pour ce faire, un employeur peut modifier l'environnement de travail, mettre en place une procédure de prévention de la violence, donner des formations et sensibiliser le personnel. Une de nos études avait comme but d'évaluer l'implantation de la formation Omega, une formation qui vise à développer chez les intervenants du secteur de la santé et des services sociaux des habiletés pour assurer leur sécurité et celle des autres en situation d'agressivité. Les résultats ont montré que la formation avait un impact significatif et positif à court terme et moyen terme sur plusieurs caractéristiques psychologiques des intervenants ayant suivi la formation. De plus, nous avons également développé 2 sites web destinés aux gestionnaires et employeurs que nous vous invitons à visiter. Il s'agit de équipevisage.ca et violenceautravail.ca. Ensuite, la prévention secondaire, quant à elle, vise à diminuer les conséquences de la violence au travail sur les individus qui ont été exposés. Ici, les stratégies ciblent l'individu et son adaptation au milieu de travail à la suite d'un incident de violence, soit par le dépistage, les premiers soins psychologiques ou le soutien social, ce qui inclut aussi un soutien offert par des pairs aidants. L'employeur peut aussi développer un plan d'aide aux employés et encourager le travailleur à avoir recours à une psychothérapie brève axée sur le trauma. À l'heure actuelle, l'Organisation mondiale de la santé recommande l'approche des premiers soins psychologiques comme intervention de choix afin de prévenir la détresse psychologique causée par un événement traumatique. Dans le cas de la violence en milieu de travail, les premiers soins psychologiques comportent 8 actions qui peuvent être prises auprès de la victime de violence dans le but de prévenir la détresse psychologique qui pourrait émerger. Actuellement, notre équipe termine l'évaluation d'un programme de soutien par les pairs auprès de travailleurs en protection de la jeunesse. De plus, compte tenu des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, notre équipe développe des projets sur l'implantation des premiers soins psychologiques dans les milieux de la santé. Enfin, la prévention tertiaire constitue le dernier niveau de prévention pour aider et soutenir les victimes d'événements traumatiques qui souffrent d'un trouble de stress post-traumatique ou d'autres troubles. En prévention tertiaire, l'objectif est d'aider l'individu à trouver les moyens pour faire face aux conséquences avec lesquelles il est aux prises à la suite d'un incident de violence au travail. Pour ce faire, l'individu peut avoir recours à une psychothérapie axée sur le trauma, notamment la thérapie cognitivo-comportementale. Comme mentionné précédemment, la psychothérapie axée sur le trauma est conseillée pour le rétablissement d'une personne ayant un trouble de stress post-traumatique. La thérapie cognitivo-comportementale est recommandée puisqu'elle vise à apprendre aux personnes aux prises avec des réactions de stress post-traumatique à gérer leur détresse. Elle est composée de 3 objectifs. D'abord, il s'agit de favoriser le retour vers les situations évitées, réduire le recours à l'évitement. Ensuite, il est question de favoriser une perception plus réaliste pour diminuer la récurrence des pensées dysfonctionnelles. Finalement, il est nécessaire d'améliorer la gestion de l'anxiété afin de réduire celle-ci face aux situations évitées. Par ailleurs, la thérapie doit inclure dans ses objectifs l'accompagnement du travailleur dans son retour au travail afin de l'aider à retrouver ses fonctions au travail. La thérapie cognitivo-comportementale diminue jusqu'à 50% des symptômes et conséquences liées à un trouble de stress post-traumatique. Donc, pour conclure, revenons sur les éléments clés que nous avons présentés dans cette vidéo. Tout d'abord, le milieu de travail reste un endroit qui, malheureusement, n'est pas exempt de violence et l'on peut être directement ou indirectement touché par cette violence en tant que victime ou témoin. Nous avons un intérêt à examiner la violence au travail en fonction du sexe et du genre puisque les écrits scientifiques montrent que les hommes et les femmes évaluent différemment une situation de violence et y réagissent différemment. On sait que les rôles de genre attribués aux hommes et aux femmes influencent également leur évaluation et leur réaction face à un acte de violence. Assurément,
Toutes les parties concernées pourraient bénéficier d'une adaptation des stratégies de prévention et de prise en charge en fonction du genre. En ce qui a trait au risque, nos études ont montré que les hommes sont plus à risque d'être victimes de violences physiques et de violences verbales. Les conséquences, quant à elles, sont diversifiées et touchent différentes sphères de la vie des travailleurs. Sur le plan de la prévention de la violence en milieu de travail, 3 niveaux de prévention s'offrent à l'employeur. En plus des stratégies de soutien ajustées en fonction du sexe et du genre, les employés pourraient tirer profit d'un programme de retour au travail adapté à leurs besoins. Tout cela demande un engagement important de la part de l'employeur. Un employeur soucieux du bien-être de ses employés peut faire toute la différence dans le succès de leur réintégration. Alors, pour parvenir à diminuer les actes de violence en milieu de travail, que reste-t-il à faire? Beaucoup de choses. Sur le terrain, on doit s'assurer que chaque organisation dispose des outils permettant d'établir un plan de prévention primaire, secondaire et tertiaire. En recherche, concernant les 3 stratégies de prévention, on doit se questionner systématiquement sur les différences entre les hommes et les femmes. Par exemple, les formations visant à améliorer la gestion des comportements d'agression en milieu de travail ont-elles un effet différencié en fonction du sexe? Si oui, pourquoi? Rappelons que les perceptions, les réactions, les conséquences psychologiques et les stratégies d'adaptation liées à un acte de violence au travail sont différentes pour les hommes et les femmes. On doit également se questionner sur les différences de genre et se demander, par exemple, comment les premiers soins psychologiques sont-ils reçus par les travailleurs selon le genre auquel ils s'identifient? Les résultats sont-ils généralisables? Cela permettra d'adapter les stratégies en fonction des besoins des travailleurs et de favoriser un retour au travail en santé. Toutes les études montrent qu'une bonne santé mentale au travail est associée à une meilleure productivité et une meilleure qualité de vie. Merci de votre écoute. Pour plus de renseignements, consultez nos sites Internet, soit équipevisage.ca, plusqu'unsouvenir.ca et violenceautravail.ca.